Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai retrouvé un petit peu ma voix juste aujourd'hui. Je ne sais pas si j'arriverai à aller jusqu'au bout de la vidéo, j'espère. Je me suis prévu un chocolat chaud avec du miel, de l'eau et des pastilles. Voilà, j'ai été à Faune, pour ceux qui me suivent, j'ai été à Faune pendant presque une semaine. Ça a été compliqué, d'où le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo mercredi. Parce que je pouvais pas, juste pas parler, quoi, en fait. Donc là, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. Puisque d'habitude, sur cette chaîne, ben, en fait, on parle de plantes d'intérieur, de jardin, de succulentes, de serres, de vérandas, de bassins. En fait, tout ce qui est en rapport avec le végétal. Et aujourd'hui, paf, je vous balance une vidéo sur la bipolarité. Et oui. Voilà, j'avais envie, j'avais un besoin énorme de partager sur ce thème-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis bipolaire. Je vous en avais parlé dans ma FAQ, la dernière FAQ, que je vous mettrai le lien en barre de descriptif. J'avais eu une question, cette question en fait me demandait comment je gérais ma pathologie, avec en fait mon quotidien sur les réseaux sociaux, le travail, la vie de famille, etc. Et j'avais j'avais parlé de la bipolarité du coup, et j'avais dit j'aimerais faire une vidéo sur ce thème. J'aimerais partager là-dessus si ça peut aider quelqu'un. On ne sait jamais, même si c'est qu'une seule personne, on ne sait jamais. Et j'avais envie vraiment de partager là-dessus parce que ça fait partie de moi. Je suis bipolaire, mais c'est moi, quoi. Donc, en fait, je me dis que si vous me suivez déjà depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans, parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent déjà depuis 3 ans, ben vous avez l'impression de me connaître, parce qu'on a toujours l'impression de connaître la personne que l'on suit sur YouTube depuis des années, que l'on voit 2 fois par semaine. Voilà, on échange des messages. On a l'impression de connaître la personne, mais parfois, ben, en fait, on montre ce qu'on a envie déjà. Sur YouTube, c'est ce qu'il faut se dire. Et puis après, même si j'ai jamais caché que j'étais bipolaire, je n'ai jamais dit vraiment que je le suis. Ma première vidéo sur la chaîne, quand je me suis présentée, j'aurais pu dire bonjour, je m'appelle Karen, j'ai tant d'années. Alors maintenant, j'ai 46 ans, à l'époque, j'avais 43. J'ai un mari, 3 enfants, 3 garçons, des animaux, et je suis bipolaire. J'aurais pu faire ça aussi. Mais non, voilà, ça m'est même pas venu à l'esprit. Et maintenant, par contre, 3 ans après, j'ai envie. J'ai envie parce que ça fait partie de moi, et je me dis vraiment si ça peut aider. Et j'ai eu des retours, justement par rapport à cette réflexion là sur la FAQ. J'ai eu énormément de retours, de messages me disant oui pour une vidéo sur la bipolarité. Des personnes qui me disaient je suis bipolaire, mais des personnes aussi, des personnes qui dans leur entourage ont un proche bipolaire et qui me disent c'est pas simple. Ben oui, c'est pas simple. Je confirme, c'est pas simple, ni pour la personne en question, la personne qui a cette pathologie, et ni pour l'entourage. Je me suis fait des pense-bêtes, mais cette vidéo, elle va être spontanée, donc j'espère ne rien oublier quand je vais parler. J'espère pouvoir voilà, tout dire, tout ce que j'ai envie de dire, du moins. Évidemment, c'est un partage d'expérience. C'est pas, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Je suis juste une personne qui est bipolaire et qui a envie de partager sa vie comme ça, de vous raconter un petit peu, que ce soit mon parcours, les symptômes, le parcours médical aussi, qui n'est pas toujours simple, l'entourage, le rôle très important de l'entourage, et comment avancer avec cette maladie en fait. Comment vivre, puisque la preuve, ben, je suis là, comment vivre avec cette maladie, comment bien la vivre, ça c'est encore mieux. Et du coup, voilà, cette vidéo, elle est vraiment dans cette optique-là, et j'espère que ça vous aidera, ou ça vous aidera aussi peut-être à comprendre
Ça, c'est un truc aussi qui me touche particulièrement, à comprendre que quand on s'amuse à dire à des gens comme ça, ah, t'es bipolaire, c'est pas marrant. C'est juste pas marrant. On va pas dire, oh, ben, t'es diabétique, oh, t'es trisomique, oh, t'es tétraplégique, en rigolant. Enfin, je veux dire, c'est pas drôle, c'est pas. Je trouve, enfin, pour moi, voilà, c'est quelque chose qui me blesse beaucoup, même si je suis OK avec la maladie, je suis OK avec le fait de le dire, voilà, j'assume totalement, tout va bien, etc. Mais ce qui m'irrite le plus, et je le vois beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est qu'on va dire, ah, t'es bipolaire, parce que, voilà, on change d'humeur ou des trucs comme ça, enfin, là, ça s'appelle plutôt être lunatique. Et c'est pris parfois vachement à la légère et je trouve que c'est pas terrible. Encore ce matin, dans une story, j'ai pu le voir. Ça me scotche à chaque fois. Donc si ça peut aussi éclairer un petit peu là-dessus et éviter des choses de ce type-là qu'on ne ferait pas avec une personne aveugle, on ne va pas lui dire ah ben t'es aveugle. Voilà, c'est même si oui. Même si des fois ce terme est employé. Alors, attendez, je vous recadre un petit peu. Voilà, enfin bref. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me blesse. Il faut le dire ce qui est, ça me blesse. Alors, sinon, qu'est-ce que c'est la bipolarité? Parce que ça fait déjà 6 minutes que je parle. La bipolarité, c'est tout simplement ce qu'on a appelé autrefois des personnes qui sont maniaco-dépressives. Pourquoi? Parce qu'il y a des phases de manie et des phases de dépression bipolaire, les deux pôles, les deux extrêmes. Je sais pas, voilà, ça doit vous parler comme ça. Moi, j'appelle ça les montagnes russes. Il y a des... Alors, franchement, je vais vous simplifier vraiment les choses. Pas rentrer dans des propos médicaux, dans la science exacte, etc. Parce que de toute façon, il n'y a pas de science exacte sur tout ce qui est maladie mentale. Voilà, on connaît peut-être plus l'univers que notre propre cerveau. Donc, voilà, je vais vraiment vulgariser les choses. Les symptômes, ça va être principalement des phases de dépression. Ça, je dirais que c'est le plus gros symptôme. Ou souvent, ça commence par là. Mais bon, c'est pas valable pour tout le monde, évidemment. Mais après, je vais parler vraiment de moi, de mon histoire. Mais j'essaye de vous donner les grandes lignes. Il y a les phases de dépression plus ou moins fortes, plus ou moins longues, et des phases de manie, des phases d'euphorie, peut-être que ça vous parle plus, des plus ou moins fortes, plus ou moins intenses et plus ou moins compliquées à vivre. Et après, il y a aussi l'hypersensibilité. Il y a aussi les troubles du sommeil, des gros troubles du sommeil. Par exemple, quand on est en phase dépressive, on aura tendance à beaucoup dormir. Et quand on est au contraire en phase maniaque, on aura tendance à se suffire de 2, 3 heures, 4 heures de sommeil et être ultra en forme, ce qui n'est pas du tout normal. C'est là qu'on peut voir un petit peu... comment dire, on peut voir les différentes phases qu'il y a dans la bipolarité. L'hypersensibilité, c'est pas je pleurniche devant un film, je verse 3 larmes, voilà, je suis triste. C'est pas ça l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est que tout nous touche, mais puissance 1000. C'est-à-dire, on va être triste, mais puissance 1000. On va être choqué, puissance 1000. On va être euphorique, puissance 1000. Et on va être joyeux, puissance 1000. Voilà, ça c'est de l'hypersensibilité. C'est vraiment tout nous touche. On est touché par tout. Voilà, tout le temps. Et vous comprendrez que c'est pas toujours facile à vivre. Parce que dans une journée, on a des moments de joie, de peine. Ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde a ses moments de bien-être et des moments plus tristes. Ça, c'est pour tout le monde. Un bipolaire sera amplifié, puissance 100 ou 1000. Voilà, on va dire les choses comme ça pour simplifier. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Ouais. Cette maladie,
il y a des médicaments, il y a des traitements. On n'en guérit jamais. C'est une maladie que l'on a à vie. Je dirais que on peut vivre avec, on peut très bien vivre avec, mais c'est pas toujours simple. Là où c'est compliqué, c'est de diagnostiquer cette maladie. Moi, à mon époque, parce que j'ai 46 ans, à mon époque, c'était plus compliqué. Maintenant, il y a quand même des choses qui avancent et qui progressent. Et plus on remonte dans le temps, plus c'était compliqué de diagnostiquer cette maladie. On dit qu'en général, avant de diagnostiquer vraiment, de poser un diagnostic sur cette maladie, il faut à peu près une dizaine d'années, ce qui était vrai à peu près pour moi. Il faut à peu près une dizaine d'années. Pourquoi? Parce que il faut voir les choses évoluer dans le temps. C'est pas parce qu'on fait une dépression qu'on est bipolaire. C'est pas parce qu'on fait 2 dépressions qu'on est bipolaire. On peut être juste dépressif. C'est pas parce qu'on est super heureux, voilà, qu'on a des moments d'euphorie comme ça, qu'on est bipolaire. C'est pas, ça fonctionne pas comme ça. Ça va se passer sur le temps. Alors au début, moi ça s'est déclenché, j'avais 20 ans. À ma première grossesse, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. Alors quand j'étais plus jeune, je faisais des petites crises d'angoisse, mais pas comme ça, pas aussi importantes. J'étais quelqu'un de déjà angoissé, renfermé, sensible, hypersensible. Mais bon, à l'époque, voilà, il y avait l'adolescence, alors on se dit ouais, c'est l'adolescence. Et après, ça m'est arrivé sur la tronche comme ça, tout bêtement. J'étais enceinte et bon, les hormones font qu'on est très sensible, très vulnérable. Et j'ai commencé à être très dépressive. Et évidemment, ça a été mis sur le dos de la grossesse, des hormones. Voilà, on a mis ça sur le dos d'une grossesse, etc. Bon, j'ai eu mon premier enfant. Donc, ça allait, tant bien que mal. J'ai eu des anxiolytiques, j'ai eu des antidépresseurs. Après, ça allait. J'ai vu psychologue, j'ai vu déjà des psychiatres à l'époque. Et puis, ça a été. Entre-temps, voilà, rien à signaler, on va dire. Deuxième période où ça a été vraiment très, très catastrophique, c'est lors de ma deuxième grossesse. Alors, vous allez me dire, les grossesses provoquent la bipolarité? Pas du tout. Pas du tout. C'est juste que chez moi, avec une longue thérapie, on a trouvé le pourquoi du comment de mon mal-être, etc. Mais il se trouve que ça s'est déclenché à ces périodes-là. Et là, par contre, ça s'est beaucoup intensifié. C'est-à-dire que vraiment, j'étais dans la dépression intense, au point de plus m'alimenter, de plus vouloir boire. Le problème, c'est que j'étais enceinte et j'étais enfermée en neuropsychiatrie. Ouais. Alors, c'est dur. C'est dur d'encaisser ça, c'est dur de vivre ces choses-là, parce que on se dit, mais je suis pas folle, mais je suis pas bien. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Alors à l'époque, mon mari, franchement, était comment dire, tellement compréhensif que j'arrive même pas à me dire comment il a pu être aussi compréhensif. Parce que quand on s'est connus, j'étais normale. Enfin, non, pas normale, c'est pas bon ce terme. J'étais bien, voilà, j'étais bien. Et donc la deuxième période très 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 compliquée, donc c'était 3 ans plus tard, où j'ai vraiment fait des grosses crises d'angoisse. Donc la fameuse période très dépressive où là il y a les idées noires, mais pas que. Vraiment c'était plus alimenté, c'était vouloir dormir tout le temps, c'était compliqué. Et là, rebelote, là on m'a mis ça en dépression. Ok, donc enfermée, sans visite, sans coup de téléphone. J'ai été enfermée pendant plusieurs semaines et après j'avais autorisation de visite, mais c'est compliqué. J'avais un enfant d'un peu plus de 2 ans, j'étais enceinte, un mari qui travaillait beaucoup. Ça a été compliqué, la grossesse était compliquée physiquement aussi, l'accouchement était très compliqué.
Attendez, je vais bientôt plus pouvoir parler là. Un peu de douceur dans la gorge. Et après ça, ben ça a été à nouveau. Un petit peu. Ça a été à nouveau, mais un petit peu. Et rebelote. J'ai eu à nouveau des... Enfin, ça a duré quelques semaines où ça a été à peu près. Et après, je rechutais à chaque fois. Et j'étais suivie en CMP, j'étais suivie en hôpital de jour. C'est-à-dire qu'on n'est pas hospitalisé jour et nuit. C'est la journée, on va à l'hôpital de jour. On est suivi par un psychologue, psychiatre, etc. Et voilà, un suivi psychologique. Et là, je précise bien, je n'étais toujours pas dite bipolaire, diagnostiquée bipolaire. Je n'étais que, je dirais entre guillemets, dépressive. Donc j'avais toujours des antidépresseurs, voilà, des antidépresseurs, des anxiolytiques. Mais il y avait eu, lors de mon séjour en maternité, pendant ma grossesse, j'ai fait plusieurs séjours en maternité, une aide-soignante qui est venue me parler. Dans ma chambre comme ça, qui est venue me parler, qui a senti qu'il y avait un truc qui allait pas, en dehors de la dépression. Et elle est venue me parler en me parlant de son frère qui avait des symptômes un peu comme les miens, mais qu'il était diagnostiqué bipolaire. Je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, ça ne me parlait pas. Puis en plus, ça ne m'intéressait pas. J'étais juste pas bien, voilà. Mais je me rappelle maintenant d'avoir cette conversation. C'est que pendant que j'étais hospitalisée, j'avais vu un psychiatre que j'avais jamais vu auparavant. C'était le psychiatre qui était rattaché à l'hôpital. Pourquoi je l'ai jamais vu avant, je sais pas. J'en ai vu 36 000, mais lui, je l'avais jamais vu. Et qui m'avait justement, fait une consultation et qui avait pris la décision de m'envoyer du coup en neuropsychiatrie pour m'aider un petit peu à passer ce cap très compliqué pendant ma grossesse. Et sortie de là, ben, du coup, après avoir accouché, tout ça, tout a été compliqué, mais comment dire, je me suis pas repenchée sur la question. C'est bizarre à dire comme ça, mais j'étais pas bien, j'étais angoissée, j'avais des crises d'angoisse, j'étais pas bien, il y avait des moments où je faisais des dépressions, des moments où j'allais bien, mais et quelques années plus tard, j'ai revu ce psychiatre, parce que j'en voyais d'autres, je voyais des psychologues, et j'ai repris contact avec ce psychiatre. Parce que ça allait toujours pas. Ça allait toujours pas, j'arrivais pas à me relever vraiment, complètement. Il y avait des moments où ça pouvait aller, mais il y avait des moments où je rechutais. C'était compliqué, les antidépresseurs, ben, on est shooté, on n'est pas bien, et puis les enfants, c'est malsain, c'est pas, enfin pour moi c'était pas bon, ça allait pas. Donc je suis retournée le voir. On a fait une consultation. Parce qu'il faut dire que j'ai vu énormément de psychiatres avant. J'ai vu, je sais pas combien de psychiatres. Surtout quand j'étais en neuropsychiatrie, j'en ai vu 2 ou 3, juste dans le service. Alors imaginez. Et là, il me fait une consultation et puis il revient en arrière en fait. Il revient sur les années qui sont passées. Ça s'est très bien passé, le courant est très bien passé, c'est très important que le courant passe bien avec un psychologue ou un psychiatre. Et donc il a pris des notes, etc. Et puis là, à la fin de la séance, il me dit, mais madame, vous n'êtes pas dépressive. Je regardais comme ça. Il me dit, vous êtes bipolaire. Ah, et c'est quoi? C'est quoi bipolaire? Et il m'a expliqué. Il m'a expliqué avec des mots simples. Il m'a tout expliqué. Puis j'ai ressenti un soulagement intense. Je me suis dit, ben enfin, je suis pas dépressive. C'est autre chose. J'ai bien quelque chose. C'est pas la dépression. Et je suis bipolaire. À partir de là, de cette séance, je suis ressortie de là, ben, soulagée. Alors, soulagée dans ma tête, pas soulagée dans mon comportement, pas soulagée dans
mal-être vraiment profond, etc. Soulagée dans le sens où, ben, enfin, on a mis un nom sur ce que j'ai et je vais enfin être soignée en fonction de cette pathologie, pas être soignée, mais à côté, quoi, en fait. Et évidemment, il m'a changé mon traitement. Alors, c'est un changement très progressif pour supprimer les antidépresseurs et passer à un régulateur d'humeur, un thymorégulateur. À l'époque, c'était de la dépamide, donc avec un dosage progressif pour progressivement arrêter les antidépresseurs. Alors j'avais toujours des anxiolytiques, évidemment j'étais aussi, j'avais des somnifères pour dormir parce que j'étais quelqu'un qui ne dormait pas. Donc ça fait partie aussi des troubles bipolaires. Donc je ne dormais pas et j'avais en fait beaucoup de sauts d'humeur et j'avais ces fameuses périodes de profonde dépression. Par contre, tout ce qui est période d'euphorie, j'ai jamais eu des grosses périodes d'euphorie, des euphories, de l'euphorie profonde, j'ai jamais eu. Ce qui voudrait dire que normalement je suis bipolaire de type 2. Mais après, la bipolarité c'est quelque chose qui évolue aussi. Dans le bon sens, dans le mauvais sens, je sais pas s'il y a un bon ou mauvais sens de toute façon. Mais c'est une maladie qui peut évoluer. D'ailleurs, j'ai eu des moments où ça a évolué dans le bon sens, c'est-à-dire que j'étais mieux et que j'ai pu avoir un dosage moins important dans mes médicaments. Je vais revenir aux médicaments juste après, mais je continue mon explication. Donc, j'ai commencé un nouveau traitement et mis de côté les antidépresseurs complètement. Ça m'a fait un bien, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Pour moi, c'était une renaissance. Une nouvelle vie. C'est ma vie d'avant, elle s'est arrêtée là et une nouvelle vie a commencé. Je respirais. J'avais l'impression en fait d'étouffer avant et là je respirais. Ça ne veut pas dire que les choses sont réglées, comme je vous disais au début de la vidéo, il me semble. C'est une maladie qu'on a à vie. On n'en guérit jamais, on fait avec, on vit avec. Mais pour vivre avec, il faut poser des mots, diagnostiquer et accepter. Et tout ça, c'est un chemin très long à faire. Ça dure des mois et des années. Moi, ça a pris des années. Mais heureusement que ça, c'est... Heureusement que, arrivé un moment, il y a eu ce diagnostic qui a été posé. Donc à partir de là, je dirais pas que ça a été beaucoup plus facile, pas du tout. Ça a été différent. Différent dans le sens où ben, j'acceptais. Et l'acceptation, c'est 50% du chemin de fait. Accepter, dire oui, voilà, j'ai ça. C'est comme notre maladie, accepter qu'on a du diabète, accepter qu'on a des problèmes... toutes sortes de problèmes, même un cancer, des choses comme ça. L'acceptation, c'est un énorme bout de chemin de fait pour avancer. Attendez, excusez-moi, je vais boire. Alors j'espère que je ne vais pas perdre la voix d'ici la fin de la vidéo. On va voir. Donc, à partir de là, a commencé un nouveau traitement, une nouvelle vie, comme je vous disais. Donc, ça a pris... J'avais 20 ans quand j'ai commencé vraiment à avoir des symptômes très, très importants. Et ça a pris à peu près, je dirais, 7-8 ans pour avoir un diagnostic. Et ça a pris encore du temps pour être vraiment... avoir un traitement adapté. Voilà, parce qu'on n'adapte pas un traitement du jour au lendemain, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, avoir un traitement adapté et être suivi correctement. J'étais suivie de manière très rapprochée au début. J'ai fait une thérapie, une longue thérapie. J'étais vraiment très très bien suivie, très bien encadrée à la maison. Très très bien encadré aussi, parce qu'il faut savoir que l'environnement, la famille, l'entourage est très important aussi pour accepter cette maladie et vivre avec. Mais pour eux aussi, pour l'entourage,
mais mettre un nom sur ce que la personne a et se dire, ben voilà, ma femme, ma maman, ma soeur, ma mère, ma fille a ça, donc je sais comment à peu près faire et comment réagir, et voilà, je sais. Et savoir, c'est quand même, enfin, je veux dire, savoir, c'est tellement énorme, ça change tout. Et du coup, j'essaie de ne pas perdre le fil de mon histoire quand même. Et à partir de là, j'ai commencé à aller mieux, à être régulée dans mes humeurs. Donc au lieu de faire des montagnes russes, parce que c'est vraiment ça, au lieu de faire des montagnes russes, en fait je faisais des... le petit train pour enfants, là, le train coccinelle, là, vous voyez, des petites vagues comme ça. Voilà, c'était plus les grands pics difficiles à vivre, puisque... je vous parle de la dépression, parce que moi, c'est ce que j'ai davantage, mais l'euphorie, les crises de manie sont tout aussi compliquées à gérer et tout aussi dangereuses finalement, parce que quand on est dépressif, on a des envies suicidaires, faut dire ce qui est. Mais quand on est dans la phase euphorique, en fait, c'est une phase où on se met facilement en danger parce qu'on a moins conscience des limites, des dangers. On peut se mettre en danger physiquement, se mettre en danger au niveau argent aussi. Il y a des personnes qui ont des gros problèmes d'argent à cause de cette pathologie, à cause des crises de manie qui font qu'en fait, ils n'ont pas de limite. Voilà, ce sont des personnes qui n'ont pas de limite. Alors moi, je n'ai pas de crise de manie aussi importante. Je suis plutôt hypomaniaque. J'ai des crises de manie, mais beaucoup plus gérables, si on peut dire ça. Alors maintenant, complètement gérable avec mon traitement, mais c'était déjà, voilà, c'était pas non plus ce que certains peuvent vivre en termes d'euphorie. Voilà, parce que quand on me dit euphorie, on a l'impression que c'est super positif et tout, mais là, dans les troubles bipolaires, c'est pas du tout le bon côté de l'euphorie, c'est le pire côté de l'euphorie. Voilà, donc ça c'est toute la période où j'ai pas été diagnostiquée, ça a été très compliqué. Voilà, ça a été très compliqué et pour moi et pour mon entourage et pour mon mari et pour mon fils aîné qui m'a vu malade, m'a vu vraiment au plus mal. C'est ce qu'il faut dire, il m'a vu au plus mal. J'ai toujours parlé à mes enfants par contre de ma maladie, toujours poser des mots, c'est très important, poser des mots, expliquer avec des mots d'enfants pour les enfants, avec des mots d'adolescents pour les adolescents et des mots d'adultes pour les adultes, mais c'est très très important de poser des mots pour notre entourage, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pose des mots aussi vis-à-vis de vous et vis-à-vis en fait de tout mon entourage. Quand je me présente, je dis pas je suis bipolaire, c'est pas écrit sur mon front, mais c'est important pour des personnes qui sont plus proches de moi d'expliquer pourquoi j'aurai certains comportements voilà, qui peuvent des fois paraître un peu bizarres, et puis après quand on tient aux personnes, on a envie de leur expliquer aussi pourquoi on est comme ça aussi. Après, il y a la prise de médicaments. Pourquoi on prend des médicaments, même si comment dire, vous allez vous dire, les gens, ils n'ont pas besoin de savoir. Mais après, c'est un besoin de poser des mots aussi. C'est comme ça, je veux dire... les personnes bipolaires sont aussi des personnes très expressives, très... en tout cas, pour ma part, j'ai tout le temps besoin de mettre des mots sur les choses. C'est ce qui m'a toujours fait avancer. Et pour expliquer aussi mes comportements, moi, ça m'aide aussi à poser des mots juste pour moi dans ma tête. Il faut savoir aussi qu'une personne bipolaire a le cerveau qui fonctionne en roue libre. C'est-à-dire que là, c'est un petit vélo qui avance
en continu, ça pédale, ça pédale, ça pédale. Et constamment, le cerveau, il est constamment en train de fonctionner. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de... ça s'arrête jamais. Et du coup, de pouvoir poser des mots, ben, des fois, ça, comme ça fait, voilà, ça fait du bien. Ce qui n'est pas toujours simple pour toutes les personnes, évidemment. Alors, désolée, j'ai coupé parce que j'ai eu une quinte de tout, mais alors un truc bien comme il faut. Donc, voilà, mon parcours simplifié, vraiment ultra simplifié, parce que, évidemment, des choses, j'en aurais à raconter sur ma vie de bipolaire, hein, c'est-à-dire... Coucou, c'est Karen du montage. Et oui, il fallait bien que j'arrive à un certain moment dans la vidéo. Alors, montage, c'est un bien grand mot, parce que je fais pas du tout de montage, je visionne en fait mes vidéos, et puis je coupe les moments où je tousse, ou les chiens qui aboient. Voilà, mais sinon, c'est une vidéo qui est complètement, voilà... elle suit son cours, et je me suis rendu compte que j'ai juste oublié une chose, c'est que j'ai oublié de parler de ma 3e grossesse. Oui, parce que j'ai 3 enfants, accessoirement. J'ai 3 garçons, et le dernier n'a que 15 ans, donc c'est assez récent. Mais tout ça pour vous dire qu'à l'époque de cette grossesse, j'étais hyper bien suivie. J'avais un traitement hyper bien adapté, donc j'étais diagnostiquée correctement et tout. Du coup, j'étais très bien suivie. Donc forcément, quand on est enceinte, il y a certaines choses, un traitement, enfin des traitements, certains médicaments qu'il ne faut pas prendre parce que ça passe dans le sang. Et donc ça peut en fait impacter le bébé. Donc tout ça, ça a été super bien encadré. Je rentre pas dans les détails parce que ça serait une vidéo sans fin. Mais c'est une grossesse qui s'est très bien passée. J'ai pu vivre en fait une grossesse normale, on va dire. Et après l'après-grossesse, après la naissance de mon fils, j'ai repris mon traitement normalement, après l'avoir allaité d'ailleurs. J'ai repris mon traitement normalement comme je l'avais avant, et tout s'est très bien passé. Tout ça en étant hyper bien suivi. C'était toutes les semaines, j'étais hyper bien suivie. Voilà, jusqu'au bout de la grossesse, j'ai pas eu de problème de santé particulier, ni physique, ni du coup mental. Et qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Donc c'est possible aussi de voilà, de vivre les choses à peu près normalement quand on est bien entouré, bien suivi. Et c'est ce qui s'est passé pour mon 3e enfant. C'était voilà, c'était quelque chose de formidable. Et du coup, j'ai oublié d'en parler. Je sais pas, c'est parce que c'était pas dans le parcours en fait. Avant le diagnostic, c'était après le diagnostic. Et en fait, c'est important de dire que une fois qu'on est bien suivi, bien entouré, voilà, il est possible de vivre des choses quasiment normalement et qui se passent très bien. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, donc c'est important de le dire. Forcément, sur le moment, j'ai pas dit, mais en même temps, la vidéo elle est tellement longue que j'avais tellement de choses à vous dire, et c'est pas fini. Du coup, voilà, on se retrouve dans la vidéo normale, quoi. Hein, c'est-à-dire que il faut s'attendre à vivre avec quelqu'un qui a des changements d'humeur assez fréquents, mais c'est pas être lunatique, c'est pas du tout ça. C'est des changements d'humeur fréquents. C'est je peux être hyper joyeuse, hyper bien, et puis d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je vais me retrouver à pas être bien, à pas être bien, je sais pas, ou être énervée, être excédé, mais comme ça, c'est pas explicable. Il y a quelque chose qui se déclenche dans le cerveau qui est toujours en action, et qui fait que voilà, on passe d'être très joyeuse à être très contrariée, à être voilà. Mais après, il faut se dire qu'avec avec le traitement que j'ai, c'est vachement atténué. C'est voilà, c'est des petites vaguelettes de changement d'humeur. C'est pas comme
autrefois, où vraiment je passais d'un état complètement dépressif à un état ouais, d'euphorie, mais ouais, à en perdre le fil, quoi, à pas comprendre. C'est-à-dire qu'après, l'entourage, il doit composer avec ça, avec ce changement d'humeur. Il doit se dire, bon, mais là, tout va bien, mais il suffit qu'il y ait quelque chose qui la stresse pour que tout aille bien, mal. Par exemple, quand comment dire, on prévoit de partir, c'est pour ça aussi qu'on part pas beaucoup en vacances, mais quand on prévoit de partir quelque part, je suis en état de stress, je peux même pas vous décrire ce que je ressens, mais ça peut provoquer chez moi à la fois de la joie, etc., de la très grande joie, mais ça peut me provoquer en moi un état de stress et une agressivité, et c'est comme si je changeais de visage. J'en suis consciente. Ça, c'est quelque chose aussi d'énorme. C'est que moi, j'en suis consciente. Après, ma famille le voit. Et moi, je le vois venir aussi des fois. Je sens les choses. Avec le recul, je commence à... Enfin, oui, je sens les choses un petit peu. Pas à chaque fois. Mais je sens les choses. Je me dis, attention, là, il va falloir que... Voilà, il faut faire attention. C'est pour ça que parfois, ben, je vais m'interdire d'aller quelque part parce que je sais que ça va beaucoup trop me stresser, beaucoup trop me mettre en panique. Et du coup, ben, en fait, tout simplement gâcher cette sortie, enfin voilà, tout gâcher, etc. Ça serait dommage. Donc voilà. Après, je pense pas que mes enfants... et mal vécu tout ça parce que justement pour les protéger, ben, il y a des choses qu'on fait, qu'on fait pas, qu'on a eu fait, qu'on n'a pas fait. Mais j'ai toujours quand même réussi à trouver une parade, toujours, voilà, j'ai toujours voulu faire au mieux pour mes enfants. C'est ma priorité. Ça aussi, ça a beaucoup aidé dans l'acceptation de ma bipolarité. Dans vouloir à tout prix mieux vivre, le mieux vivre possible. Mes enfants, c'était voilà, et mon mari bien évidemment. Et du coup, voilà, c'est la vie de bipolaire, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Après, il faut accepter de se faire soigner. Il faut accepter de prendre des médicaments. Il faut accepter que ces médicaments-là sont à vie. Et quelque chose qui est vraiment primordial, que j'avais vraiment besoin de dire, c'est que ces traitements que l'on a, alors moi j'ai eu plusieurs traitements, dont un c'est du lithium. Ouais, on est monté sur pile. Ouais, et un des traitements pour la bipolarité, c'est du lithium. Alors moi j'ai plus ça, enfin là j'ai du Lamictal, un dosage encore différent, mais par exemple au printemps dernier, j'ai dû avoir une augmentation de mon traitement parce que ça n'allait pas du tout, même si ça se voyait pas en vidéo. Comme je vous ai dit, on montre que ce qu'on a envie aussi et on filme que quand on va bien. Donc forcément, on montre pas certaines choses si on n'a pas envie de les montrer. Et donc j'ai un traitement qui a été réaugmenté. On m'a proposé de remettre des antidépresseurs, mais ça j'ai pas voulu du tout. Et j'ai bien fait. Mon médecin me dit toujours, ce qu'il y a de bien, c'est que vous êtes conscient que vous êtes consciente que ça ne va pas. Vous mettez des mots, il me dit toujours ça, vous mettez des mots et ça évite le pire, ça évite de tomber dans quelque chose qui est plus difficile à rattraper. Et je le sentais venir suite au décès de ma maman. Et voilà, ce qui devait arriver. Donc suite au décès de ma maman, j'ai pas réagi de suite. Du moins, ouais, j'ai pas réagi de suite. Et à retardement, évidemment, les choses s'accumulant. Au printemps, c'était obligé, ça n'allait plus. Et j'étais arrivée en bout de course. Désolée, je fais qu'arrêter. Mais pour quelqu'un de lambda, qui n'a pas de pathologie mentale, ben évidemment, c'est
c'est quelque chose dans la vie qui fait beaucoup de mal, de perdre sa maman, mais pour quelqu'un de bipolaire, vous imaginez bien que c'est hyper compliqué, quoi, l'histoire. Et bizarrement, j'ai réussi quand même à passer ça, mais j'ai rien lâché, quoi. Bon, je prends une petite pastille, parce que une canne de tout par-dessus marché, tout va bien. Donc j'ai rien lâché. Un petit comment dire, réajustement du dosage, du traitement et un suivi bien comme il faut a fait que j'ai passé ce cap. Voilà. Et après, alors désolé, j'ai eu une quinte de tout, m'a m'étouffé. Vous aviez failli me perdre là. J'en étais où? Oui, que j'ai passé oui, j'ai passé ce cap. J'ai passé ce cap assez, ouais, je dirais plutôt bien par rapport aux conditions. Même d'ailleurs, quand on était en confinement, par rapport à la pandémie, quand on a été en confinement, un vrai paradoxe avec ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait se dire, c'est que quand on a une fragilité mentale et tout ça, on vit mal le confinement et tout ce qui s'est passé. Les personnes bipolaires, en tout cas moi, ça c'est sûr, je l'ai super bien vécu dans le sens où on se retranche sur soi-même. Le tout, c'est de trouver des activités. Alors, j'ai repeint à peu près toutes les pièces de la maison à ce moment-là. Pardon. Mais voilà, c'est un moment où, en fait, j'avais plus peur... comment dire, oui, parce qu'en fait, un des symptômes aussi que j'ai eu... C'est pour ça que j'en parle aussi. Un des symptômes que j'ai eu... Enfin, un des symptômes. Une des choses, des retombées, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est que, évidemment, quand on a des troubles de ce type-là, il peut y avoir d'autres choses qui s'ajoutent. Alors moi, j'ai fait beaucoup d'agoraphobie suite à mon passage en neuropsychiatrie enfermée à double tour. J'ai développé de l'agoraphobie, j'ai développé différentes phobies et j'ai développé des TOC. Quelques TOC assez pénibles, je dirais. Alors, s'il y avait que le lavage des mains à répétition, ça irait, mais bon, j'ai d'autres TOC. Ouais, alors les TOC, c'est pénible, hein. Alors attention que les TOC, c'est pas des tics, c'est pas la même chose. Les TOC, ce sont des troubles obsessionnels compulsifs. Donc c'est des choses que l'on va faire à répétition. C'est une obsession et c'est compulsif, donc on ne peut pas éviter. Et c'est le seul moyen pour apaiser une anxiété. Voilà, donc le TOC, c'est quelque chose de compliqué aussi à gérer. Donc tout ça, ça se greffe et du coup, le fait de me sentir chez moi en sécurité, en fait c'était ça, de me sentir chez moi en sécurité, de pas avoir du monde, de pas aller à l'extérieur parce qu'on n'avait pas le droit pendant un moment. Après, moi, j'avais la chance d'avoir aussi un jardin, etc. Enfin, voilà, une maison, mes proches. Évidemment, tout ça, ça a contribué à ce que ça se passe bien. Mais ça ne m'a pas perturbé plus que ça de me retrancher chez moi. Au contraire. Et bon, là, je suis plus agoraphobe. Par contre, je dirais que de me retrouver dans des conditions où il y a énormément de monde... je stresse vite et je suis capable de faire même un malaise si vraiment c'est trop de brouhaha, j'arrive plus, voilà, c'est purement le malaise vagal qui arrive et crise d'angoisse et crise de spasmophilie, des choses comme ça. Voilà, on est hyper sensible à tous les niveaux et je dirais que même ça, le trop de certaines choses, le trop de bruit aussi me perturbe beaucoup, le trop de monde, le trop
Voilà. Et maintenant, je voulais en venir aussi, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai failli oublier, mais la bipolarité face au monde du travail. Parce qu'il y a le quotidien à la maison, c'est une chose, on peut le gérer, on peut faire avec, on trouve des moyens. Moi, j'ai trouvé plein de petites astuces pour faire avec à la maison, mon entourage aussi. Les tocs, je gère. Les peurs, les phobies, l'anxiété, les crises d'angoisse, par exemple. Les crises d'angoisse, quand elles sont vraiment très fortes, un truc tout bête, c'est que crise d'angoisse ou crise de spasmophilie, en fait, j'appelle mon mari quand il est au travail. S'il voit que ça appelle à répétition, que c'est un de mes enfants qui appelle, dès qu'il peut répondre, il répond. Et juste qu'il me parle et qu'il me dise des choses, certaines choses bien précises, m'aident à redescendre dans le niveau d'anxiété et la crise de spasmophilie, etc. J'arrive à reprendre une respiration, enfin voilà. Mes enfants savent comment faire, comment gérer les choses. Alors quand je suis toute seule, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'appelle, voilà. Voilà. On est habitué comme ça. Mon mari est habitué comme ça. Il a toujours fait avec. Il ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit. Sinon, je crois qu'on serait plus ensemble depuis longtemps. Petite précision, ça fait quand même 27 ans. Et voilà, il y a des petites parades comme ça. Et l'entourage contribue à pouvoir mieux vivre ça dans notre intimité, dans notre foyer. Mais par contre, au niveau du travail, donc de l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Ça reste une pathologie qui reste handicapante. Travailler à l'extérieur, être sociable, parce qu'on est sociable, nous sommes des personnes sociables, mais on est aussi associable. Il y a des moments où, en fait, on ne peut pas être avec d'autres personnes. Et moi, je l'ai vécu en travaillant dans un groupe de grande distribution. J'ai travaillé des années en grande distribution et je crois que ça a été les pires années psychologiquement. Je parle psychologiquement parce qu'au niveau travail c'est une chose, mais psychologiquement de devoir affronter les gens, les collègues, les gens et tout ça et arriver à passer au-dessus de... Enfin non, on ne peut pas passer au-dessus des crises d'angoisse, des moments pas bien. Je suis partie plusieurs fois avec les pompiers. Voilà, donc c'est compliqué. Et justement, au moment où le diagnostic est tombé, ça a permis aussi de comprendre des choses par rapport au travail aussi. Et ce qui en a été déduit, c'est que je ne peux pas travailler dans une entreprise avec des collègues, un patron, etc. Je ne peux pas. Et pour moi, mais aussi pour le bon fonctionnement en fait de l'entreprise, du patron, des collègues, etc. Ça reste pareil pour l'entourage familial, mais pour l'entourage au travail, je ne peux pas avoir un emploi du temps donné, ce qui va me stresser. Bon, j'ai une batterie déjà de finie, j'entame la deuxième batterie, mais tout va bien. Donc j'en étais au niveau du travail, je disais que... En fait, travailler avec des collègues, un patron ou des clients, etc., me stresse énormément. Je n'arrive pas comment dire, à poser mon cerveau. Alors, poser mon cerveau juste dans la vie de tous les jours, c'est juste impossible. Mais encore moins quand j'ai... en fait, j'ai le stress d'un planning, que c'est pas moi qui aurais fait, en fait, mon propre planning. Ça me dérange pas d'avoir un planning, des rendez-vous, etc. Mais par contre, que l'on m'impose un planning, c'est très compliqué à gérer dans ma tête. C'est un stress. Et il y a d'autres choses qui me stressent énormément. Donc en fait, je vis tout le temps stressée. Par contre, j'ai découvert avec le temps, j'ai découvert que être moi-même ma patronne, travailler à mon compte finalement, c'est ce qui me convenait le mieux. Alors, à l'époque, quand j'ai découvert ça, j'ai fait une formation de toiletteuse canin, donc dans un
petit toilettage. Donc j'étais avec une seule personne, la patronne, et donc des clients, mais des chiens. Des chiens, voilà, c'était très bien. Et du coup, alors déjà on a échangé sur le fait d'être bipolaire, etc. Donc ça c'était posé, les choses, le cadre était posé, les choses étaient posées. Donc j'ai fait ma formation. Et dans le but de reprendre en fait la boutique, d'être à mon compte et de gérer en fait mon emploi du temps, mes clients, les chiens, tout va bien. Voilà, ce côté, voilà, pour moi c'était faisable et j'étais vraiment bien. Alors j'ai eu entre-temps des problèmes de santé physique pour le coup. Voilà. Mon dos qui avait déjà des problèmes, ben, j'ai fait une chute à cheval, une chute de cheval, comment on dit ça, je sais plus. Bon, j'ai fait une chute, une mauvaise chute, et ben, tous les problèmes que j'avais au dos se sont amplifiés, et là aussi on a mis du temps à poser un bon diagnostic dessus, mais bon, ça c'est fait. Et du coup, donc j'avais ça, puis un problème au genou, super, mais j'étais tenace et je continuais quand même à travailler. J'avais une attelle pour le genou et tout, je travaillais et tout. Et puis après, bon, ben, il y a eu Covid, il y a eu confinement, il y a eu enfin tout ce qu'on connaît, tout ce qui va avec. Et ce projet finalement n'a pas abouti. Et de toute façon, physiquement, je ne pouvais pas. Je ne peux plus, je ne peux plus, pratiquer ce métier qui m'aurait tellement plu à long terme. Vous connaissez mon amour pour les animaux, pour les chiens, les chats, enfin, voilà, ben, j'ai pas pu. Et de là, on est arrivé ici. J'ai créé ma chaîne YouTube avec l'aide de mes enfants, ou du moins mes enfants m'ont poussé à créer une chaîne YouTube et m'ont dit ça t'irait très bien, tu serais bien, tu pourrais faire quelque chose que tu aimes, tu serais dans ta bulle en sortant de ta bulle, puisque je reste dans ma bulle, mais au travers des écrans, je sors de ma bulle et je fais des connaissances, je discute, j'interagis avec des personnes sans pour autant avoir le contact direct et du coup le stress du contact direct aussi, parce que c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Et donc tout ça a fait que j'ai cette chaîne YouTube depuis 3 ans, que tout se passe super bien, que je gère complètement mon emploi du temps. Quand je vais pas bien, ben je vais pas bien. Quand je peux pas filmer, je filme pas. Quand j'ai envie de filmer, que je suis super bien, ben je filme. Quand j'ai envie de dire quelque chose, ben je le dis. J'aime pas, j'ai pas de filtre, j'aime pas le semblant, j'aime pas le paraître. J'ai besoin d'être moi, juste moi, et de parler simplement, d'être comme je suis normalement. Désolée pour le chien. Et après d'être spontanée et de vivre ma passion à fond, puisque le végétal, ça reste ma passion, le jardin, c'est ma passion. Donc je disais, les chiens ont décidé d'aboyer, je pense qu'ils ont entendu le chien des voisins. Je disais, en fait, le jardin, ben, c'est là où j'arrive à, entre guillemets, poser mon cerveau, parce que, comme je vous ai dit, mon cerveau, je ne le pose quasiment jamais. C'est très compliqué. Et du coup, ben, je me suis épanouie et mon médecin m'a dit, mais c'est génial. Ce qui est génial, c'est que en fait, je me suis tellement approprié cette chaîne et tout ce que je fais sur cette chaîne, et ça me fait un bien fou. Les seuls moments où en fait je stresse, parce que forcément il y a du stress quand même, les seuls moments où je stresse, c'est quand je vois que je suis en retard pour répondre à des commentaires, quand je vois que je vais pas pouvoir faire une vidéo parce que j'ai besoin d'avoir mon cadre. Quelqu'un de bipolaire a besoin aussi d'avoir une espèce de cadre, de se faire son cadre pour en fait s'auto-gérer et ne pas avoir de choses de l'extérieur qui vont parasiter le planning que l'on s'est fait. Ça aussi c'est compliqué à gérer, ce scénario-là en fait,
des imprévus. Il y a toujours des imprévus dans la vie, mais il y a certains imprévus où vraiment ça va me mettre dans un état, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Sinon, ma chaîne m'apporte que du bonheur, que du bien-être, un peu de stress de temps en temps, mais bon, ça, je pense que c'est normal après. Et à côté de ça, depuis 1 an, j'ai découvert une autre passion. Oula, la coiffure. J'ai découvert une autre passion qui est le tricot. Et le tricot, en fait, là, pour le coup, j'arrive à poser un petit peu plus mon cerveau. J'ai besoin de faire des travaux manuels, de m'occuper vraiment sur quelque chose où je me concentre. Alors, la concentration reste aussi un gros problème pour les personnes bipolaires. La concentration, c'est quelque chose de... comment dire, j'ai des troubles de la concentration pour plusieurs raisons. À cause de la maladie elle-même, à cause des traitements contre cette maladie qui provoquent aussi des troubles de la concentration. Et tout ça fait que j'ai du mal à me concentrer. Et quand je fais des choses manuelles, j'arrive à me concentrer. Alors, c'est compliqué. Il ne faut pas qu'une mouche passe par là. Il ne faut pas que quelqu'un me parle à côté. Il ne faut pas que... Parce que j'arrive à partir, voilà, je me déconcentre facilement. Mais tout ça, mis bout à bout, fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous et j'arrive à vous parler tranquillement de cette pathologie, de la bipolarité, comme si je parlais presque d'un sujet, pas quelconque, mais voilà, de manière complètement... simple et posée. Je pense qu'il y a quelques années de ça, j'aurais pas pu le faire. J'aurais été trop à fleur de peau de toute façon. Et puis avec le recul, ça fait que on arrive mieux peut-être à se poser aussi. Alors il y a des personnes qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas, qui ne sont pas suivies, qui ne prennent pas de médicaments, qui ne prennent pas leur traitement ou qui le prennent et qui s'arrêtent en cours de route. Alors si j'ai un conseil à vous donner, mais je crois que c'est valable pour déjà tout ce qui est trouble mental, c'est de jamais arrêter un traitement sous prétexte qu'on se sent bien. C'est le piège. C'est-à-dire que vous prenez un traitement, même alors pour la dépression c'est typique ça, vous prenez un traitement, vous sentez bien, puis vous vous dites, mais pourquoi je prends des médicaments puisque je me sens bien? Oui, la logique humaine nous fait dire que si on va bien, on ne prend pas de médicaments. Il n'y a pas de raison. Si on va bien, c'est parce que les traitements font effet que on se sent bien. Et du coup, si on arrête ce traitement, mais la chute, elle peut être très 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 mauvaise en connaissance de cause, parce qu'évidemment je vous en parlerai pas si je l'ai pas fait au moins une fois. C'était surtout avec les traitements pour la dépression que j'avais arrêté en me disant tout va bien, bam. Alors là, la chute, elle a été un gouffre, voilà. Et du coup, voilà, si j'ai un conseil, mais juste un, c'est vraiment ne pas arrêter un traitement en se disant je vais bien. Non, c'est justement là où ça commence à aller bien et qu'il faut continuer dans le temps. Voilà, ça va se stabiliser et suivant la pathologie, ça va se guérir. La bipolarité, comme je vous disais, ça se guérit pas. Une petite chose importante aussi, il y a des études évidemment sur tout ce qui est troubles du comportement, tout ça. Il y a des études et il s'avère comme 99% des maladies que la bipolarité, alors c'est pas génétique, c'est pas héréditaire automatiquement comme ça, on va pas dire ma maman est bipolaire, je serai bipolaire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, comme 99% des maladies, il y a un terrain. Et oui, un terrain comme un terrain diabétique, un terrain, je sais pas, quand dans la famille il y a eu le cancer du sein, mais il y a un terrain pour développer un cancer du sein. Je sais pas moi, des maladies du cœur et tout ça, 99% des maladies, c'est pas forcément héréditaire, c'est pas comme ça, c'est pas héréditaire, point, voilà. Il y a un terrain, on sait qu'il y a quelqu'un qui a eu ça dans la famille, ça peut arriver.
Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'on a transmis ça à nos enfants ou que j'ai eu ça de mes parents. Je sais que dans la famille, il y a eu des problèmes un peu de cet ordre-là, en tout cas dépressifs, oui. Bon, après, avant, les troubles bipolaires, on ne diagnostiquait pas comme ça. Et du coup, voilà, il ne faut pas s'en vouloir si, sur mes 3 enfants, il y en aurait un malheureusement qui développerait peut-être cette maladie. C'est pas ma faute. C'est quelque chose qui, c'est comme ça, c'est un terrain. Voilà. Mes parents sont tous les deux, comment on appelle ça, épileptiques. Chacun de mes parents a une forme d'épilepsie. J'ai un terrain épileptique. Ça ne veut pas dire que je suis épileptique. J'ai un terrain épileptique. Il faut juste faire attention. Voilà, au moins c'est marqué, c'est noté, c'est averti. Si un jour j'avais de l'épilepsie, on saurait que voilà, c'est dans la famille. Ça c'était très important parce que voilà, on entend de tout et n'importe quoi là-dessus et voilà, des fois c'est un peu fatigant. Ah, un petit truc assez rigolo si ça peut vous enfin j'avais envie de le noter. Dans les gens connus, en fait, parce que, ouais, on parle de la bipolarité comme ça, enfin, de n'importe quelle personne, mais dans les gens connus, il y a des personnes connues et très connues qui sont aussi bipolaires, qui soit en ont parlé, l'ont dit ouvertement, soit l'ont jamais dit, mais voilà. Et par exemple, il a été démontré, alors ça c'est dans l'histoire, enfin, en recueillant plein de choses sur la personne, Vincent Van Gogh apparemment était quelqu'un de bipolaire. Napoléon aurait été aussi peut-être bipolaire, parce que dans les écrits historiques, dans tout ce qui est ressorti, voilà, il avait pas mal de symptômes, notamment des insomnies, donc des problèmes pour dormir, des grosses variations d'humeur, enfin voilà, tout un tas de choses qui font que potentiellement Napoléon, oui, comme quoi on peut faire de grandes choses tout en étant bipolaire, voilà, on peut faire de très grandes choses, Vincent Van Gogh. Et dans les personnages, les personnes actuelles, ben, par exemple, il y a Catherine Zeta-Jones qui est bipolaire. Il y a Robin Williams qui l'a dit il n'y a pas très longtemps. Il y a Jim Carrey. Alors malheureusement, Jim Carrey, je pense qu'il est dans une phase très, très mauvaise de la bipolarité. Voilà, il y a des personnes qui le disent ouvertement, des personnes connues. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça permet de montrer aux personnes qui ne connaissent pas cette maladie que oui, ça peut arriver déjà à tout le monde entre guillemets, mais quelle que soit la personne et quel que soit son statut, quel que soit voilà, et que l'on peut évoluer dans la société très bien aussi, qu'on peut faire de grandes choses en étant bipolaire. On n'est pas voilà, on n'est pas moins que les autres. Ça reste une particularité, ça reste quelque chose de potentiellement handicapant, mais on peut faire avec, vivre avec, et très bien vivre avec, parce que moi, la preuve, je vis très bien avec. Je pense que mon entourage vit très bien avec, même si parfois je suis un peu chiante, mais je dirais ça serait ennuyant une vie sans que je sois chiante. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que je vais arrêter là. Cette vidéo me fait du bien et j'espère qu'elle vous fera du bien. J'espère que soit elle vous fera peut-être découvrir une maladie, une pathologie que vous ne connaissez pas, ou que vous entendiez peut-être le mot bipolaire à tout bout de champ pour tout et rien. Même dans les films américains, on entend bipolaire pour une meurtrière en série qui est moitié folle. Ils vont dire elle est bipolaire, etc. Enfin bon, voilà. Ça peut peut-être vous faire voilà,
vous rendre compte qu'en fait c'est pas ce que l'on croit, c'est pas être lunatique, c'est pas toutes ces choses là, c'est bien une maladie à part entière, c'est bien quelque chose de réel qui ne se voit pas, c'est pas écrit sur mon front, ça ne se voit pas, mais c'est réel. Et j'espère que si vous faites partie de l'entourage d'une personne qui est bipolaire, ça vous aidera peut-être à vous dire que ben, ça peut aller mieux, ça peut bien se passer. Peut-être inviter la personne à regarder la vidéo, je sais pas. Et si vous-même vous êtes bipolaire, peut-être que mon témoignage, ma façon de vous expliquer, de vous raconter, peut faire que ben, vous pouvez vous dire que oui, ben, ça peut aller, ça va aller, et que ben, je peux faire tout ce que je voudrais faire. Peut-être d'une manière différente si j'avais pas cette pathologie, mais oui, on peut être bien en étant bipolaire. Voilà. Et voilà, je vais arrêter cette vidéo, ce blabla qui m'a fait du bien. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. J'espère que ce thème, je peux pas dire vous aura plu, c'est complètement nul quoi. Mais j'espère que ce thème, voilà, vous aura peut-être apporté, je sais pas, quelque chose, je sais pas. Bref, voilà. Mettez des pouces, abonnez-vous, j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez de toute façon. Je reviens donc la semaine prochaine. Là j'arrive à parler, je suis pas sûre que ce soir j'arrive encore à parler. Je reviens normalement mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur les plantes, vous inquiétez pas, c'était une parenthèse. Je reviens donc sur les plantes, j'ai plein de choses à faire que j'ai pas pu faire vu que j'étais malade. Et puis dans le jardin, etc. Enfin, puis j'ai reçu un colis, il faut que j'ouvre mon colis. Enfin, voilà, j'ai plein de choses à faire. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!